Lundi 6 juillet 2026, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons, comme toujours, pour nous en parler, le maire Jacques Demers et le directeur général, Monsieur Marc Marin. Dans les prochaines minutes avec eux, on va parler des octrois de contrats en vue du déneigement pour l'hiver qui s'en vient très prochainement, évidemment. Et par la suite, on va aussi faire le tour des demandes de dérogation mineures qui ont été faites ce mois-ci. Il y a une particularité, c'est qu'il y a eu quand même 3 fois où le conseil de ville a décidé d'aller à l'encontre de la recommandation faite par le CCU, le Comité consultatif en urbanisme. On se penche là-dessus là, dans quelques instants. Mais en ouverture, allons-y avec une officialisation, création d'un nouveau poste à Sainte-Catherine-de-Hatley. C'est la trésorière adjointe qui va devenir officiellement la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Et donc ça a été officialisé. Pourquoi? Quel était le besoin exactement? Ça se trouve être une promotion pour elle ou une officialisation de tâches déjà accomplies? Est-ce que ça vient avec une augmentation de salaire? Voilà toutes les questions que je pose en vrac à vous, messieurs. Monsieur Marin, je vais vous laisser répondre étant donné que c'est votre employé. Donc, cette personne-là, elle faisait déjà des tâches indirectement et il n'y a pas d'augmentation significative de tâches. C'est que, oui, un peu de formation à avoir. Par contre, c'est un peu pour pallier une petite lacune qu'on avait en cas de non-absence. J'avais personne qui pouvait signer comme secrétaire trésorier de la municipalité. Donc, ça arrive des fois que je peux être pas présent soit pour une vacance ou une maladie. Donc, on voulait être sûr que la municipalité, il n'y ait pas de lacune de ce côté-là. Et effectivement, puis en même temps, c'est par rapport à quand je suis absent, mais c'est que les employés aient une personne à qui se référer quand ils ont des problématiques à discuter. Ça Donc, prend un patron quand le patron n'est pas là. c'est ça. Et oui, il y a une nouvelle échelle salariale, vous ne le cacherez pas, il y a une nouvelle échelle salariale. Par contre, à part du DG, même le DGA, les salaires sont pas publics, mais il y a une nouvelle échelle et elle va se retrouver dans l'échelle de la salariale. Très Euh, bien. Donc, pour elle, ça veut dire une bonification salariale, là, oui, avec ce oui, changement de titre-là, évidemment, oui, qui vient oui, quand même avec des responsabilités. Qui oui. dit patronat dit responsabilité supplémentaire d'une certaine manière, là. Mhm. Ouais. Très bien. Justement, parlant de conditions là, au niveau des employés comme tels, il y a eu des demandes de la part des employés municipaux se sont adressés à la ville, entre autres, pour tenter de faire passer de 15 à 10 ans de service continu pour enfin obtenir 5 semaines de vacances dans l'année. La municipalité a dit non. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Ben, c'est qu'on s'est appuyé avec la FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités. Ils ont un département de ressources humaines et on a fait faire une étude. Ils ont été jusqu'à 60 municipalités proches de notre municipalité pour regarder les avantages et l'échelle salariale, tout ce qui est bonification concernant les employés. Et à part d'une municipalité, il n'y avait pas d'autres municipalités qui donnaient 5 semaines de vacances avant 15 ans. Donc, c'est pour ça que les élus ont dit, ben, on va rester selon qu'est-ce qui se passe dans le marché. Alors, ben, on parle toujours du marché municipal, hein. Le marché privé est un peu différent. Donc, il faut laisser comparer des pommes et des pommes, comme on dit. Donc, la recommandation, les élus ont décidé de maintenir le 5 semaines de vacances après 15 ans de ce côté. Est-ce qu'il y a des municipalités où c'est par exemple après 14 ans ou après 13 ans? Est-ce que c'est nécessairement 15 ou 10? Parce que c'est vrai que c'est un gros gap, là, on coupe 5 ans. Est-ce qu'il y a eu ça dans la réflexion de se dire, bon, peut-être qu'on refuse le 10, mais qu'on pourrait dire, bon, qu'au bout de 14 ans, question d'être un peu en avance dans l'avant-garde du traitement, de la bientraitance des employés finalement? Ben, dans l'étude, on n'allait pas si loin que ça. C'était une échelle, est-ce que tu es compétitif ou pas compétitif? Mais compte tenu qu'on a vu il y avait pareil, il y avait un échelon plus haut que chez nous, on a posé une question. C'est là que j'ai su, c'est une municipalité complètement à part. La plupart sont en entour de, comme on est là, à 15 ans d'années de service, là, de ce côté. Très bien. Ensuite de ça, il y avait aussi une demande au niveau des congés mobiles.
Et là, oui, la municipalité a ajouté un congé mobile dans l'année et aussi la possibilité de se faire rémunérer ce congé-là si jamais on ne le prend pas. Ça devient comme un bonus à la fin de l'année si on n'a pas eu recours à ce congé. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, il y a juste si aucun congé mobile n'est pris au courant de l'année. Donc, si la personne, normalement, quand la personne en prend un, deux, trois, il se rend aux cinq. Je vous dirais qu'il y a plusieurs employés qui ont déjà dépensé leurs 5 journées de congé mobile présentement. Donc, c'est sûr que ça va être bienvenu pour les autres. Mais en même temps, on voulait officialiser un peu notre période des fêtes, qu'on donne des congés mobiles, on les fixe là, pour s'assurer que les employés ne perdent pas de rémunération durant la période des fêtes, parce qu'on est la plupart du temps fermé entre le 24 et le 2 exclusivement. Donc, c'est un mélange des deux qu'on voulait officialiser là, pour que les gens puissent savoir, mais le Mais là, 23 les deux septembre, congés mobiles du temps des fêtes ne sont pas des congés, ce ne sont pas des congés mobiles. Ça, c'est des congés non, fixes. Et des à côté congés de fixes. ça, maintenant, il y a 6 journées possibles de C'est congés ça. mobiles. Ouais. Très bien. On se penche maintenant du côté des contrats donnés. Stéphane Moller avait déjà le contrat du déneigement des trottoirs. Vous décidez d'aller de l'avant avec lui. Les résultats étaient satisfaisants. Et donc, c'est un contrat pour un montant de 5 000 $ plus les taxes applicables pour 2 hivers, les 2 prochains hivers. C'est 5 000 $ par hiver ou 5 000 $ pour les 2 hivers? Pour les 2 hivers, Donc, à peu près à 2 500 $ par année, les trottoirs 2500. sont déneigés chez vous. C'est l'équivalent de ce qu'il y avait déjà à peu près comme prix dans les années dernières. Il y a eu 100 $ d'augmentation. Donc, ça fait quelques années qu'on donnait à l'année, puis ils gardaient environ le même prix. Là. Je pense qu'il était 3 ans là, le même prix à 2400. Puis là, il a remonté à 2500. Puis là, on voulait s'assurer là, que on le renouvelait. De toute façon, il fait très bien l'affaire. Lui, il a déjà, on dit, là, un parcours que dans la journée, il se déplace 3, 4 fois. À chaque fois qu'il se déplace, il refait nos trottoirs. On a on n'a aucun problème. Les gens sont contents. Et l'équipement qu'il a fait un très bon travail de ce côté-là. Stéphane Moller fait aussi partie des entrepreneurs qui ont obtenu une portion du contrat en ce qui concerne le déneigement des chemins privés par tolérance. Il y a aussi un autre entrepreneur qui s'appelle Cody Wallace qui a obtenu la balance des contrats. En fait, c'est Cody Wallace qui a obtenu la grosse part du gâteau, pourrait-on dire, quand on regarde les montants finaux. Ce qui m'intrigue dans ce tableau que vous retrouverez sûrement sur le site web de la municipalité, là, avec le PV lorsque ce sera en ligne, ce qui est impressionnant quand on regarde le tableau, c'est la différence des prix aux 100 mètres, on pourrait dire, là, parce qu'il y a des chemins de 220 mètres, des chemins de 65 mètres. Des fois, c'est autour du 1000 mètres, 1000 $ pour 100 mètres. Des fois, c'est beaucoup plus que ça. Ça monte pratiquement jusqu'à 2000 $ pour 100 mètres. Des fois, c'est un peu en bas. L'impression que les prix en général de M. Moller sont plus bas que ceux de M. Wallace. Qu'en est-il exactement? Comment c'est déterminé tout ça? Ben, dans le fond, c'est des soumissions. C'est les deux seuls soumissionnaires. On essaie de garder les chemins de tolérance sur une base équivalente de ce qu'on a de notre contrat général. Le contrat général est rendu à 12 800 $ du kilomètre. Ça fait que les calculs que vous faites là sont justes. Il y en a qui sont légèrement au-dessus, certains en bas, mais au total, ils sont quand même en bas du contrat général. Si vous faites le total des kilomètres par le coût, vous allez voir qu'on arrive en bas du 12 800, ce qui, euh, ce qui est dans le cadre qu'on demande. Ce qui nous faisait le plus mal sur cette liste-là, c'est de voir qu'il y a une des rues qui n'a aucun soumissionnaire. Ça, est-ce Ça, que c'est la première fois que ça arrive? non, c'est déjà arrivé dans le passé. On avait eu des discussions à ce moment-là, puis on avait travaillé autrement. On avait rencontré l'ensemble des chemins de tolérance. Parce que quand on parle de chemins de tolérance, il faut s'entendre que c'est des rues privées, mais qui ont une certaine densification, c'est-à-dire suffisamment de maisons par mètre qu'on accepte d'en faire le déneigement. On ne fait pas l'entretien de ces rues-là, mais on leur dit, si l'entretien n'est pas suffisant, si votre T de virage ou votre rond ne convient pas à l'entrepreneur, on ne s'oblige pas en tant que municipalité à le déneiger. Puis quand il n'y a pas d'entrepreneur qui veut déneiger, ben, la responsabilité leur revient à eux de trouver
des personnes qui pourraient le faire et non pas à la municipalité, parce que ces chemins-là, les routes, n'appartiennent pas à la municipalité. Ça fait qu'on a déjà rencontré les gens de la rue Margile dans ce cas-là, qui sont à travailler ça pour essayer de voir s'ils ne pourraient pas trouver un entrepreneur qui serait prêt à faire le déneigement de leur rue. Est-ce que c'est parce que leur rue est particulièrement complexe ou complètement excentrée, plus loin, trop loin pour que ça vaille la peine pour l'un ou l'autre des deux entrepreneurs qui est là de soumissionner? Ce serait complètement hors parcours et trop onéreux? Non, vraiment, réellement, très, très près de certaines rues, Margile, où on pourrait parler de Martin, qui était peut-être à 100, 200 mètres, là. C'est vraiment très près, ces rues-là, d'une de l'autre, mais plus complexe. Un rond de virage qui n'existe pas, un T. Ça fait qu'il va falloir trouver une façon pour que les entreprises aient une vraie place pour tourner leur machinerie, puis que ça soit le moins complexe pour eux. Ça fait qu'on leur souhaite bonne chance, puis on va les accompagner du mieux qu'on peut de ce côté-là. Déjà, une première rencontre. Puis on veut faire ça là, au mois de juillet. On y pense pas tant au déneigement, mais ça va venir rapidement. Il faut s'assurer d'avoir un contracteur et c'est à eux de faire ce bout-là. Contrat de 3 942 000 $ pour les rues des Muguets, des Camélias, des Anthuriums, des Lilas, des Jonquilles et des Tulipes, travaux de voirie et de pavage. Donc, un bon gros contrat, là, et beaucoup de travaux à venir. Est-ce que c'est déjà commencé? Est-ce que ça commence bientôt? Pouvez-vous nous donner l'échéancier des travaux à venir pour les gens qui résident dans ce coin-là et qui auront sûrement quelques entraves au niveau de la route? Bon. Je peux y aller ou allez-y, monsieur. C'est Ben, le 10 août, dans le fond, que la première réunion de chantier doit avoir lieu et ça doit être terminé avant la fin octobre. Ça fait que c'est vraiment le temps que ça va leur prendre pour faire les travaux sur ces rues-là. Il y a 60 propriétaires dans ce coin-là. Certains, la majorité sont déjà bâtis, mais il reste que quelques terrains à bâtir aussi. C'est vraiment de municipaliser et de faire les travaux sur la rue. C'est celle que moi j'habite, mais qu'on parle dans les derniers mois. Ça fait que même lors de la décision du conseil, je m'étais retiré. C'est Mme Larose qui présidait et les tables de travail autour. Pas qu'il y a de conflit d'intérêts direct, mais on dit, bon, c'est tellement près. On le fait pas pour un conseiller qui est sur une rue publique, même si ça passe devant chez lui. Là, on est à l'acquisition et tout ça de ces rues-là. On comprend une acquisition à coût nul, là. On ne paie Mhm. pas pour l'acquisition d'une rue, mais c'est quand même des travaux importants qui vont avoir lieu incessamment, là, dès le retour, dans le fond, des vacances, la fête du travail, là. Ben, pas de fête du travail, mais les 2 semaines de la construction plutôt, excusez. de ce côté-là. Su- Puis il va y avoir des communications constantes à tous les jours de la part de chez nous. Lors de la rencontre de l'entrepreneur, ça va être un point qui va être euh, très suivi de ce côté-là. Mon adjoint en communication va être avec moi lors de la rencontre pour s'assurer que les citoyens sont informés en tout temps de ce qui se passe. Il y a comment ils vont personne. être informés? Est-ce que ça va être via le site web ou... Et le site web, le Facebook, on a un Facebook qui est très actif ici. Et quand ils sont impactés directement, c'est à la porte là, de ce côté-là. Donc, on est déjà là, les pancartes sont demandées. Déjà là, il va y avoir des pancartes parce qu'il y a 2 entrées sur ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. C'est pas une place que les gens passent pour aller dans une autre rue. C'est vraiment, ils veulent sortir de ce secteur-là. Donc, c'est deux secteurs un secteur avec deux entrées, on peut dire, ou 2 sorties. Donc, déjà là, les pancartes sont déjà demandées, mais il va y avoir une communication là, constante là, pour s'assurer que les gens, tous les jours, pas juste ça, les services d'urgence publics, on parle Mhm. des éboueurs, on parle donc, continuellement, on doit, parce que ça dure 12 semaines de temps. Donc, on peut pas faire ça en deux cueillettes de déchets, par exemple. Donc, continuellement, les gens, il faut qu'ils continuent à avoir leur service. Sur le 3,9 millions de dollars, il y a 1,1 million qui va venir du tech, l'enveloppe du tech, et le reste, donc, passe dans un règlement d'emprunt. Pouvez-vous nous rappeler, est-ce que ce règlement d'emprunt-là est payé par l'ensemble de la municipalité ou si ça devient une taxe spécifique pour les résidents de la rue?
Ben, dans ça, l'asphalte est payé 100% avec la tech et la balance va être payée à 40% par les citoyens de la rue, 60% au Fonds général, donc l'ensemble de la municipalité. On se tourne maintenant vers les demandes de dérogation mineure et donc des décisions qui ont été renversées. Demande de dérogation mineure au niveau de la rue de la Rivière, marge de recul avant. Le conseil municipal n'appuie pas les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure qui vise l'agrandissement du bâtiment principal. Et puis là, on nous donne les dimensions et tout ça. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui fait en sorte que le conseil de ville accepte un agrandissement alors que le comité consultatif, lui, était plutôt frileux devant les travaux proposés? Oui, il y a différents dossiers, vous avez raison, c'est rare qu'on en voit autant mais il faut s'entendre qu'on ne renverse pas une décision puisqu'un comité consultatif n'est pas C'est un. effectivement une recommandation. Oui, je me suis mal exprimé, vous faites bien de le dire. Mais ce comité-là travaille beaucoup pour trouver les différents éléments. Quand c'est arrivé au conseil, on l'a regardé peut-être dans un angle un peu différent. L'agrandissement à l'endroit qui était demandé, c'est que ça se trouve être une maison qui a deux rues, deux axes sur des rues, c'est-à-dire deux devantures. Puis d'un côté, ça lui donnait un peu plus de 9 mètres, qui normalement, ça serait une marge latérale à 3 mètres, on l'aurait accepté. Là, il y a plus de 9 mètres, puis on allait le refuser, en sachant que cet endroit-là, il n'y a pas vraiment de circulation, qu'il n'y a pas d'impact sur d'autres. C'est pour ça que le conseil a décidé de d'accepter la dérogation, en comprenant très bien ce que le CCU, lui, a appliqué, c'est la réglementation. Puis il a raison sur le fait que c'est dérogatoire à cet endroit-là. Mais de notre côté, on y a été sur l'impact des autres citoyens qui nous semble absolument nul et qui laisse une marge latérale ou de frontage selon de la façon qu'on veut l'analyser, là. Autre recommandation du comité consultatif en environnement, en urbanisme, pardon, qui a été non écoutée, on pourrait dire, par le conseil, c'est une demande de dérogation mineure qui concerne la hauteur du bâtiment accessoire rue Wabanaki Nord. Alors, c'est un garage et donc qui va être plus haut que ce qui est normalement permis. Qu'est-ce qui fait encore là en sorte que vous n'avez pas écouté la recommandation? C'est qu'on pense qu'il y a un axe qui n'avait pas été expliqué nécessairement au comité à ce moment-là. C'est un axe plutôt historique, c'est-à-dire que c'est un endroit où on veut vraiment protéger de façon les paysages, les vues, pour empêcher qu'il y ait des gens qui obstruent la vue de d'autres. C'est spécial d'accepter à ce moment-là, c'est qu'on a modifié des choses sur l'ensemble du territoire. Un bâtiment à Sainte-Catherine, il y a quelques années, un garage, de façon générale, c'était 6 mètres le maximum. Mais à 6 mètres, tu n'as pas d'espace au deuxième. On l'a monté à 7 mètres. On a oublié ou on n'a pas ajusté à ce moment-là à certains endroits où les restrictions étaient seulement qu'à 5 mètres, ce qui est le cas de ce garage-là, où ce que lui, sa demande est de 6,45 mètres, qui était en deçà de la norme générale qu'on a dans la municipalité. C'est pour ça qu'on fait, non, à cet endroit-là, ce qu'il faut surtout, pourquoi qu'on passe par une dérogation, c'est pour garantir le côté visuel, le moins visible possible du lac et qui cache personne. Il y a une paroi importante derrière le garage, ça nuit pas à la vue d'aucun autre voisin, puis ça reste un garage qui va être plus bas que la majorité des garages qu'on va retrouver à Sainte-Catherine-d'Atling. Ensuite de ça, un dossier spécial demande à la CPTAQ, et je me souviens qu'on en a déjà parlé justement parce que ça revient aux 4-5 ans, cette affaire-là. C'est une histoire de but sur un terrain agricole et année après année, la municipalité ne recommande pas cette demande d'autorisation à la CPTAQ. Euh, Au final, ben, la CPTAQ, apparemment, elle ne vous écoute pas et donne la permission aux résidents quand même. Mais cela dit, je ne sais pas là, si dans les années précédentes, le CCU, lui, donnait son aval ou en tout cas recommandait à la municipalité de donner son aval pour ça.
Là, il y a encore là une différence au niveau de la décision prise, de la recommandation du CCU et de la décision finale du Conseil. Pourquoi? Parce qu'au niveau du CCU, quand ça a été présenté, les gens se sont dit, bon, mais ça fait comme 3 fois, si je ne me trompe pas, qui déjà, on a l'autorisation, ça revient aux 3, 4 ans à chaque fois. Ça fait qu'ils se sont dit, voyons, de toute façon, on se fait passer par-dessus notre décision par le CVDQ, fait que pourquoi pas avancer? Il n'y avait pas d'argument vraiment plus loin que ça au niveau du CCU en disant, bon, ben, ça avance de toute façon. Tandis que quand c'est arrivé au conseil, où on a souvent rencontré des gens de ce secteur-là qui trouvent qu'il y a trop de camionnage, que vraiment, qui ne voudraient pas que la municipalité n'en permette de nouveau, on se dit c'est une question de cohérence. De dire, on a toujours dit non sur ce dossier-là. On ne voit pas pourquoi qu'aujourd'hui, il y aurait un élément qui nous amènerait à dire oui. C'est pour ça qu'on n'a pas la même décision que le CCU dans le dossier, mais je vais vous avouer qu'on s'attend que les travaux de ce côté-là vont continuer à avancer quand même. Et est-ce que les impacts dont on parle là, dans la résolution, on dit, considérant que bon, les raisons évoquées pour son refus de recommander, la municipalité mentionnait que les travaux proposés n'étaient pas essentiels à la pratique de l'agriculture et que les activités modifieraient la topographie en vallon du secteur, dénatureraient le paysage à préserver, provoquent un accroissement du transport lourd. Donc, depuis 2012, on a quand même eu le temps de voir, là, est-ce qu'il y a eu une est-ce que ça a dénaturé là, le paysage depuis Ben, 2012, les buts qui ont été enlevés ou pas? ben, c'est ce qu'on voit, tu sais, on parle d'un dossier qui a 14 ans, qui était en théorie pour améliorer l'agriculture. Mais en pratique, ce terrain-là, ça fait 14 ans qu'il n'y en a pas d'agriculture à cause de ça. Pourtant, avant, à chaque année, le foin se faisait sur ces terres-là, même s'il y avait une certaine pente. C'est là la pente relative d'une personne à l'autre, on peut dire que qu'elle est importante, qu'elle l'est moins. C'est sur cet élément-là qu'on n'a jamais pensé que la nécessité de la baisser pour l'agriculture, mais c'est probablement l'enlignement que la CPDQ va prendre. Puis rendu où ce qu'ils sont là, il faut avouer qu'on est aussi bien d'avancer quand même dans les travaux pour s'assurer qu'un jour ça revienne en agriculture, mais on parle d'une terre qui est quasi totalement inutile à l'agriculture depuis 14 ans. Pourtant, l'argument principal, c'était pour faire de l'agriculture. Et c'est encore l'argument principal aujourd'hui, là. Exact. Dernière dérogation mineure, et on conclut là-dessus rapidement. C'était une dérogation mineure sur la route 216 pour une piscine en cours avant. Et le conseil a donné son aval, tout comme le CCU. Qu'est-ce que ça prend comme condition particulière pour réussir à obtenir cette permission-là, d'avoir une piscine en cours avant, alors que normalement aussi les piscines vont plutôt être en cours arrière? Monsieur Marin, peut-être que Ben, vous. c'est le terrain est en triangle. Donc, la maison est complètement dans le fond du triangle. Donc, il n'y avait pas de cour arrière réelle. Et sa cour arrière, ben, de côté, c'est la route 216 qui est bien boisée. Donc, ouais, la maison, je pense qu'il n'y a pas personne qui sait qu'elle est là, quand les feuilles sont toutes poussées. Donc, ça peut être aussi compliqué, mais qu'il fallait respecter la réglementation. Il n'y a pas de cour arrière, mais il est un triangle. Un triangle, le problème, c'est ça, là, des fois, qui arrive, là. Et donc, permission de mettre la piscine là, Oui, sachant qu'elle sera très peu visible, il n'est pas sinon visible l'été. invisible l'été, et puis peut-être légèrement visible en hiver, quand les Ben, feuilles sont plus elle hautes. est loin de son entrée véhiculaire, parce que le terrain est fait sur le long, sur le long. C'est des parcelles qui restent entre le zonage agroforestier et la zone blanche, là. Donc, des fois, les terrains sont un peu plus petits, mais ils rencontrent nos critères de construction. Voilà qui met fin à l'entrevue du suivi du Conseil de ville pour le mois de juillet 2026. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il n'y a pas d'entrevue au mois d'août, puisque ce sont mes vacances annuelles et que je serai dans le bois moi-même avec la famille. Et on se retrouve donc au mois de septembre. Monsieur Demers, Monsieur Marin, merci beaucoup pour cette entrevue. Je vous souhaite un bel été. Et chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue dans votre réseau, surtout si vous connaissez des gens qui habitent à Sainte-Catherine de Hatley. Faites-leur parvenir l'entrevue, invitez-les à leur partager pour que l'information circule. Au microphone, Rémi Perra.